on avait près d'1,5 hectare. On cultivait sur 1,5 hectare une bonne terre qui donnait bien. Malheureusement, le regret reste toujours au cœur et ça me tique, ça fait mal. Ils les ont menés jusque là-bas ouais. Pour les embarquer. Ouais. Il y avait une route ici voilà. Pour les embarquer et qu'ils partent avec eux. Il ne s'agit pas de problème de petits paysans ou de petits producteurs. Il s'agit de la justice et de l'équité dans l'accès aux ressources naturelles. Souvent, ce sont des communautés millénaires qui sont là depuis plusieurs générations, qui sont mises dehors et leurs terres récupérées et données à des investisseurs nationaux ou étrangers. Il y a actuellement un conflit entre les lois foncières qu'on voudrait nous faire adopter et nos traditions. Traditionnellement, la terre, chez nous, appartient à des clans. Et elle est donc exploitée en indivision, si vous voulez. Et on ne vend pas la terre. L'accaparement des terres aujourd'hui est devenu un phénomène extrêmement grave et qui conduit véritablement à une marginalisation totale des communautés paysannes, à une négation totale de tous leurs droits sur des terres qui sont des terres ancestraux. C'est un phénomène qui s'est beaucoup développé après la crise alimentaire et qui malheureusement va conduire à plus de problèmes parce que les paysans ne peuvent accéder à la nourriture quand ils sont capables de la produire eux-mêmes. Ce n'est pas le fait de faire venir des investisseurs étrangers ou nationaux qui prennent toute la terre qui va faire que l'accès à l'alimentation va s'améliorer. Nous avons également toutes les preuves avec les études de la FAO et des Nations Unies pour dire que l'agriculture familiale nourrit le monde. 85% de toutes les productions dans le monde, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique latine ou en Europe, c'est l'agriculture familiale. Donc il n'est pas vrai que c'est la grande agriculture, l'agriculture industrielle et les multinationales qui dominent la production de l'alimentation. Ce qui est vrai, c'est que ce sont les paysans qui produisent pour se nourrir et pour nourrir le monde. Nous, d'abord, nous ne sommes pas fermés à ce que notre continent fasse des investissements. Mais aujourd'hui, à travers notre politique agricole, nous avons défini c'est quoi les investissements dont nous avons besoin. Nous avons besoin aujourd'hui à ce que l'agriculture soit d'abord considérée comme le pilier du moteur, en tout cas de nos économies. Le bassin du Congo, comme on le sait, est le deuxième ensemble de forêts tropicales au monde, après l'Amazonie.
Et depuis un certain nombre d'années, il y a des initiatives qui sont prises, partenariat pour les forêts du bassin du Congo, etc., pour appuyer les États dans la mise en valeur rationnelle, disons, et la conservation éventuellement de ces écosystèmes forestiers. Il faut aussi savoir que nous sommes dans un périmètre où l'État est inexistant du point de vue des réalisations. Les populations de ces zones ont le sentiment d'être abandonnées à leur sort, d'être abandonnées à elles-mêmes. Et quand vous avez des industriels qui descendent sur le terrain, eh bien, elles voient l'arrivée des industriels comme la résolution des problèmes qui sont les leurs. Quand l'État attribue un permis, il ne tient pas compte des populations qui sont sur le lieu. Le gouvernement du Congo a des lois. Ces lois ont été votées par l'Assemblée. Mais le problème ici, c'est que la plupart des lois qui ont été votées, c'est comme si et les sociétés et les gouvernements s'en fichent. Parce que les compagnies viennent, elles s'installent, elles ne font forcément pas de consultation préalable, elles retirent les ressources naturelles, elles retirent les richesses du sol en aggravant la situation environnementale des communautés. Et en retour, les communautés ne bénéficient de rien. Personne, que ce soit ENI, que ce soit d'autres structures, sont venus dans ma localité pour me donner la vraie information des activités d'ENI, de quoi il s'agissait. Est-ce que c'est le forage du pétrole? Non. Nous ne sommes pas passés nous consulter. Hein. C'est des trucs qui nous surprennent. Ils sont là, donc, ah bon, mais qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a telle situation, telle situation. Non. On n'a jamais été avertis. Jusqu'à présent, on ne connaît rien. Depuis qu'ils ont commencé là-bas à Dionga, entre-temps, ils avaient exploité près de 7000 m3. Nous, la population, ne connaît pas. Ils ont encore un projet d'exploiter près de 4000 m3 et jusqu'alors, on ne connaît pas. Puis nous, avant de savoir, il faut qu'ils viennent sur place nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Mais jusqu'à présent, ils n'ont pas encore expliqué les réalités qui se passent. Nous observons que tout autour, tout est pollué. La production agricole a complètement baissé, à peu près plus de 50%. Et mieux, non seulement qu'elle a baissé, mais on pense, les biologistes, les spécialistes nous ont fait dire, nous ont fait entendre que les productions agricoles de cette zone sont contaminées. Par exemple, les compagnies pétrolières exploitent aussi le pétrole de sol. Le pétrole est au sol, n'est pas dans la mer. Et du coup, les paysans ne peuvent plus travailler là-bas parce qu'il y a des exploitations. Sur le plan agricole, toute cette zone-là est quand même assez riche. Hein. C'est le grenier un peu à vivrier du Congo. Donc, Et sur le terrain, dans le village comme ça, nous avons beaucoup de difficultés. Depuis qu'Eni a commencé d'exploiter son pétrole, nous, les plantations ne tiennent plus bien. Et il y a maintenant baisse de production, les maniocs ne produisent pas bien, il y a maintenant la sécheresse, la pourriture, l'eau est maintenant polluée. Il y a eu même les bêtes qui sont mortes ici, au vu de la pollution. Auparavant, on plantait, faisait que le manioc, le tao, la banane. Mais à ce moment, quand il y a eu toute la contrée où on exploite le pétrole, bon, le manioc était devenu rare. Les villages qui sont proches des villages sont pollués. Il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres pour aller trouver à peu près les bonnes rivières.
Je suis né en 1948. Depuis ma naissance en 1948 jusqu'à les années 60, en tout cas, les rivières, la mer nous donnaient abondamment la pêche. Mais maintenant, là, depuis que le terminal est là en Djeno, en 72, le terminal est venu se baser en 72 en Djeno. Mais maintenant, de 72 qu'alors, la pêche ne donne plus. En tout cas, il n'y en a plus. Là, nous sommes en difficulté pour nous manger. Mais si seulement je n'ai pas de champ, vous aurez croire que moi je vais avoir la capacité d'acheter un sac de riz chaque mois pour nourrir mes enfants. Cependant, entre-temps, il y avait quand même quelque chose sur notre terre, tellement qu'elle est fertile, qui pouvait nous aboutir à quelque chose. Déjà, il y a une grande majorité qui commence à quitter le village pour des raisons de ce genre, parce qu'il y a pourrissement du manioc, pourrissement de tout. Et nous perdons les producteurs, au plus que nous importons, et plus la vie devient plus chère. On est obligé d'accepter ça comme ça. Mais sinon, que quand on regarde, entre-temps, quand il n'y avait pas le pétrole ici, je crois qu'on n'a pas eu d'anomalie. Parce que après tout, nous sommes les propriétaires naturels de ces richesses que ni Congo, que Total, que Trabec, que Forestier et tout le monde exploitent. Ce sont nos richesses. Demain, ce sera pour nos enfants. Après-demain, ce seront des richesses des générations futures, des petits-enfants. Maintenant, les autres investisseurs qui viennent, c'est pour prendre nos terres. Alors, quand ils vont prendre nos terres, au finish, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons être des ouvriers. Alors maintenant, tous ces gens-là qui vont perdre leurs terres, qu'est-ce qu'ils vont être? Ça, ils vont certainement grossir les gros centres, où il va y avoir du banditisme. Ces gens-là vont certainement prendre les bateaux pour aller en Europe. Et on a vu combien de personnes sont en train de perdre. Et on a vu que tous les gens-là qui perdent, ils perdent leur dignité. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des actions très concrètes pour que les communautés récupèrent leurs terres. Par exemple, au Mali, nous avons lancé 2 procès en justice contre le gouvernement du Mali pour des cas d'accaparement des terres. Nous sommes prêts à aller à la Commission des droits de l'homme de Genève jusqu'à ce que les communautés soient remises dans leurs droits. Donc c'est une lutte qui commence, mais nous sommes déterminés à la gagner. Parce que nous pensons qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous permettre de transformer la terre comme une marchandise, comme un ordinateur ou comme un véhicule. Au niveau des organisations paysannes, au Mali, au sein de la Via Campesina, au niveau de l'Europa, au niveau mondial, on a élaboré une position par rapport à ce problème grave qui a été intitulé l'appel de Dakar. Mais après cela, nous avons continué, nous avons organisé un forum international au Mali, à Nyeleni, sur l'accaparement des terres. Et ce forum a abouti au lancement de l'Alliance mondiale contre l'accaparement des terres. Et maintenant, nous allons utiliser cette société civile dont nous sommes membres pour que ça soit les guides volontaires et l'arrêt de la violation des droits des peuples sur les terres puissent être prises en charge dans des lois au niveau des pays.
Assemblée condamne fermement l'accaparement des terres et exige un moratoire sur la production industrielle d'agrocarburants sur le continent. In questo negoziato uno dei punti forti che abbiamo segnato è quello della responsabilità dei governi dei paesi ricchi di disciplinare il comportamento delle loro imprese quando vanno all'estero, nel caso nostro in Africa, a acquisire terra, a investire nell'agricoltura. Ed è proprio su questo punto che noi torneremo a dare battaglia a Bruxelles, forte delle direttive volontarie che abbiamo tutti contribuito a far passare. Nous avons besoin d'un cadre de référence au niveau mondial sur la question de la gestion des ressources naturelles et de la terre. Et le guide volontaire, malgré leur caractère volontaire, représente aujourd'hui l'unique cadre de référence au niveau global sur cette question extrêmement importante. Parce que la terre, les ressources naturelles représentent les seules sources d'existence durable pour plus que la moitié de l'humanité. Si nous continuons à exploiter la terre de façon abusive, les conséquences vont être énormes. Donc c'est ça le sens de notre combat. C'est pour cela que nous nous sommes beaucoup organisés et nous nous battons non seulement contre les politiques au niveau de nos gouvernements, mais aussi contre les institutions qui favorisent ces politiques, notamment la Banque mondiale. Parce que tant que cette question n'est pas traitée, tant qu'on n'a pas de mesures, tant qu'on n'a pas une législation claire, acceptée par l'ensemble des acteurs, c'est ça qui risquerait un jour d'amener des tensions aussi énormes, des tensions qu'on ne pourrait pas maîtriser, parce que quand la population va se soulever, je ne pense pas qu'on puisse avoir des remèdes aujourd'hui. Aujourd'hui, on colonise les terres. C'est-à-dire, au lieu d'enlever les hommes pour aller travailler ailleurs, mais on vient vous coloniser vos terres là. Donc l'accaparement de terres, c'est une forme encore de colonisation.